Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Voici tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le Fonds patriotique rwandais FPR Inkotanyi s'est associé à la douleur du Parti libéral PL à la suite du décès de l'honorable sénatrice Donatille Mukabalisa, présidente de ce parti. Dans un communiqué publié sur son compte X, le FPR Inkotanyi a présenté ses sincères condoléances aux membres du Parti libéral PL ainsi qu'à la famille de la sénatrice Donatille Mukabalisa. Le FPR Inkotanyi a souligné que la sénatrice Donatille Mukabalisa restera dans les mémoires pour le service remarquable qu'elle a rendu au Rwanda ainsi que pour sa contribution au développement du pays, notamment lorsqu'elle occupait les fonctions de présidente de la Chambre des députés, puis durant son mandat de sénatrice. Le communiqué se conclut par un message de réconfort adressé à la famille de la sénatrice et à ses proches, ainsi qu'à ses amis et anciens collaborateurs, ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont connue et côtoyée au cours de sa vie. Et puis le Rwanda et le Mali réaffirment leur volonté de renforcer davantage leur coopération dans le domaine militaire, ainsi que leur engagement commun à promouvoir les relations bilatérales solides, en particulier en matière de sécurité. C'est ce qui est ressorti des échanges entre le ministre rwandais de la Défense et l'ambassadeur de la République du Sénégal au Rwanda, le général de brigade Boubacar Diallo, au siège du ministère rwandais de la Défense à Kigali. Le Rwanda et le Mali entretiennent des relations de coopération fondées sur le respect mutuel et ses intérêts communs. Ces dernières années, les deux pays ont multiplié les échanges diplomatiques et les consultations sur les questions de paix et de sécurité dans un contexte où les défis sécuritaires en Afrique exigent une coopération accrue entre les États. Et puis, une nouvelle promotion de jeunes hommes et femmes a intégré les forces rwandaises de défense ce jeudi, après avoir achevé avec succès une formation militaire de base de 6 mois dispensée au centre de formation militaire de Nacho, situé en district de Kirehe. Les propos de Michel Iladukunda. La cérémonie de clôture de la formation a été présidée par le chef d'état-major des forces de défense du Rwanda, général Mubaraka Muganga. Elle s'est déroulée en présence de plusieurs généraux des forces de défense du Rwanda, de hauts officiers ainsi que d'autres commandants issus des différentes composantes des forces armées. Au cours de cette cérémonie, les militaires nouvellement formés ont présenté les connaissances et les compétences acquises durant la formation. Ils ont notamment démontré leur maîtrise des armes, leur précision au tir, ainsi que diverses manœuvres militaires, témoignant de leur préparation à accomplir leur mission avec détermination et au prix de tous les sacrifices nécessaires pour protéger et servir la nation. Dans son allocution, le général Mubaraka a félicité les militaires pour leur endurance, leur dévouement et leur courage tout au long de leur formation. Il leur a souhaité la bienvenue au sein de la grande famille des RDF et les a encouragés à mettre les compétences acquises au service de la défense de la souveraineté du Rwanda et de la sécurité de sa population. Le chef d'état-major des forces de défense du Rwanda leur a rappelé les conseils donnés par son Excellence le président de la République et commandant en chef des forces de défense du Rwanda aux jeunes ayant participé au programme Indangamirwa. Le général a souligné que cette formation marque le début de leur carrière militaire. Il a précisé qu'ils continueront à bénéficier des formations complémentaires afin de renforcer leurs connaissances et leurs capacités en fonction de l'évolution des missions confiées aux forces de défense du Rwanda. Il les a exhortés à mettre en pratique les enseignements reçus, à respecter l'orientation et les missions des RDF et à contribuer à la construction d'une armée professionnelle, compétente et reconnue pour son exemplarité. Il a particulièrement insisté sur l'importance de la discipline, du respect des valeurs fondamentales des RDF et d'une bonne conduite au moment où ils rejoignent leurs différentes unités et travaillent en étroite collaboration avec leurs camarades. Enfin, le chef d'état-major des forces de défense du Rwanda a remercié la direction de l'École nationale de formation militaire, en particulier les instructeurs,
pour leur engagement et les efforts déployés dans la formation de ces soldats, désormais prêts à apporter une contribution efficace à la défense et à la protection du Rwanda. Le Forum des parlementaires rwandais engagés dans la lutte contre le génocide, sa négation et sa banalisation estime que les supports pédagogiques utilisés pour enseigner l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis doivent être adaptés afin d'être plus sensibles, accessibles et plus compréhensibles pour les jeunes générations. Solange Omurelwa nous fait le point. La recommandation a été formulée ce vendredi à l'occasion d'une conférence débat organisée par le Forum. La rencontre visait à analyser les difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants et les parents lorsqu'ils expliquent aux enfants et aux adolescents l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Les échanges se sont notamment appuyés sur l'ouvrage de l'historien Jean-Marie Vianney Rurangwa intitulé « Le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, expliqué à ses enfants ». Ce livre propose une approche pédagogique destinée à faciliter la compréhension de cette histoire par les plus jeunes. L'ouvrage raconte une histoire fictive mettant en scène un père qui emmène ses 4 enfants âgés de 12 à 17 ans visiter plusieurs mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis. Tout au long de la visite, les enfants interrogent leur père sur ce qu'ils découvrent. Celui-ci leur répond avec des mots simples et adaptés à leur âge, offrant ainsi un exemple à la manière dont cette histoire peut être transmise avec pédagogie et sensibilité. Cette conférence intervient quelques mois après une mission d'évaluation conduite par le Forum dans les écoles normales supérieures, les instituts d'enseignants supérieurs et les universités qui forment les futurs enseignants d'histoire. Cette mission a mis en évidence plusieurs défis. Certains enseignants traitent le génocide perpétré contre les Tutsis de manière incomplète ou évitent certains aspects du sujet. Selon le Forum, ces difficultés s'expliquent notamment par le fait que certains enseignants éprouvent une gêne liée à l'implication de membres de leur famille dans le génocide, tandis que d'autres restent profondément marqués par les traumatismes qu'ils ont eux-mêmes subis. Dans certains cas, ces difficultés sont également liées à une formation insuffisante ou à une maîtrise limitée des contenus historiques. À travers ces initiatives, le Forum des parlementaires rwandais engagé dans la lutte contre le génocide, sa négation et sa banalisation réaffirment sa volonté de contribuer à une meilleure compréhension de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, tant auprès des Rwandais que des étrangers. Son objectif est de renforcer la transmission de la mémoire, de promouvoir une connaissance fondée sur les faits historiques et de contribuer à la lutte contre l'idéologie du génocide, sa négation et sa banalisation, notamment à travers des conférences, des débats publics et les médias. Voilà, donc pour être tout à fait complet par rapport à ce sujet, nous avons l'immense plaisir de recevoir dans ce studio Rurangwa Jean-Marie Vianney, qui était ce matin même devant les honorables parlementaires. Bienvenue dans les studios de la télévision rwandaise. Je vous remercie beaucoup. Voilà, grâce à vos efforts soutenus et élançables pour lutter contre la négation et la banalisation du génocide contre les Tutsis à travers vos écrits, vos livres et vos pièces de théâtre, vous avez donc été invité ce vendredi 31 juillet 2026 par le Forum des parlementaires rwandais. Nous venons de le suivre dans cet élément. Le Forum engagé dans la lutte contre les génocides, la négation et la banalisation, dans un débat visant à faciliter la compréhension de cette triste histoire aux plus jeunes Rwandais. Premier constat, il y a des difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants et les parents, qu'il s'agisse d'expliquer aux enfants et aux adolescents cette triste histoire de notre pays, le génocide perpétré contre les Tutsis. Et vous, vous avez écrit un livre à ce sujet, parlez-nous. Oui, c'est un livre que j'ai écrit, disons, en 2019, à la fin du café littéraire qui a eu lieu et qui faisait partie intégrante de la conférence internationale sur le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. On m'a invité à ce café littéraire et puis les jeunes m'ont demandé si je pouvais leur écrire un livre qui leur expliquerait de façon très simple, dans un langage accessible aux jeunes, le génocide des Tutsis du Rwanda. Et moi, je suis retourné à Ottawa où je vivais à ce moment-là,
Et puis je me suis mis à l'œuvre et j'ai écrit ce livre que j'ai publié, que j'ai traduit en 3 langues, d'abord en 4 langues maintenant, mais publié pour le moment, jusqu'à présent, en 3 langues, en espagnol, en français et en anglais. Donc j'ai écrit ce livre parce en utilisant une méthode, je dirais originale, mais qui n'est pas originale pour moi, parce que je suis homme de théâtre, donc je suis dramaturge. Donc j'ai utilisé plutôt la méthode dramaturgique pour expliquer le génocide. Et j'ai créé un personnage, un père, professeur d'université, qui explique à ses enfants qu'il emmène d'abord visiter tous les mémoriaux, enfin les grands mémoriaux du pays, et puis à la fin, ces enfants posent des questions sur ce qu'ils ont vu, mais aussi sur des notions qu'ils ne comprennent pas bien, et le père a le devoir de leur expliquer ces concepts. 32 ans déjà, bientôt 33 ans, le génocide perpétré contre les Tutsis a eu lieu dans ce pays, plus d'1 million de morts. Oui. Les enseignants aujourd'hui sont jeunes eux-mêmes. Exactement. Et il faut transmettre cette histoire, cette tragédie aux plus jeunes pour que plus jamais cela n'arrive. Oui. Comment votre livre peut contribuer justement à aider, à accompagner ces enseignants, ces éducateurs pour comprendre, pour que les jeunes comprennent cette histoire? Oui. D'abord, c'est un livre qui transmet la mémoire du génocide sans véhiculer la haine ou l'amertume. C'est un livre qui transmet la mémoire, une mémoire apaisée et apaisante. Donc, j'ai essayé de répondre aux questions, à différentes questions que se posent, non seulement les jeunes, mais aussi leurs parents et leurs enseignants. Et j'ai fait des recherches académiques que j'ai essayé d'exprimer dans un langage simple. Et si je me réfère à la rétroaction de ce livre, c'est-à-dire de ceux qui ont lu ce livre, ils m'ont dit qu'ils étaient satisfaits parce qu'ils ont pu trouver des éléments de réponse à ces différentes questions qui leur étaient posées et dont ils n'avaient pas les réponses au début. Donc c'est un livre qui va aider beaucoup. Il n'est pas le seul, mais c'est un livre qui va contribuer, à faire comprendre aux jeunes ce drame inouï qu'est le génocide perpétré contre les Tutsis en 1914. Et si vous étiez demandé de nous faire un petit résumé des questions des parlementaires, ces élus du peuple? Ils m'ont posé évidemment des questions, surtout les questions concernant la méthode. Et moi, j'ai utilisé la méthode interactive, c'est-à-dire dramaturgique. Les jeunes, les enfants, posent des questions. Après avoir visité les mémoriaux, ils posent des questions sur l'idéologie, comment est né le génocide, qu'est-ce que c'est un génocide, pourquoi les gens ont été tués dans des églises, dans des lieux sacrés, est-ce qu'il y aura un autre génocide, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus de génocide, quelles sont les phases du génocide, par exemple, telles que les a relevées le professeur Gregory Stanton. Donc tout ça, autant de questions, non seulement que les jeunes gens se posent, mais aussi leurs parents. Et ce livre-là va être un outil pédagogique parce que c'est écrit dans un langage académique, mais plutôt didactique, dans un style didactique, mais c'est un travail documenté parce que je me suis appuyé sur les différentes recherches qui ont été faites sur le génocide et je les ai traduites, je les ai exprimées dans un langage très simple. Donc, c'est un livre qui va aider beaucoup les enseignants, les parents à répondre aux questions pressantes et incessantes de leurs enfants. La tragédie de 1994, ce qui s'est passé a été d'une atrocité terrible. Oui. Comment transmettre cette histoire aux jeunes avec assez de pédagogie en étant sensible, oui, pour ne pas perturber ces jeunes? Exactement, c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Et quand ils le liront, ils vont comprendre justement comment ils peuvent avoir toutes les notions, toutes les informations, toutes les explications d'une façon très simple, d'une façon apaisante, comme je l'ai dit. Donc, qui ne blesse pas, qui ne crée pas des rancœurs, des ressentiments. C'est justement, c'est ça l'originalité de ce livre. Et les sénateurs ont beaucoup apprécié ce travail que j'ai fait. Et je l'ai assez gré, je suis très reconnaissant envers eux parce que j'ai écrit un livre qu'ils ont apprécié, non seulement que les jeunes qui ont lu le livre, les destinataires, les premiers destinataires du livre ont apprécié, mais aussi les parents et les professeurs qui l'ont lu. Ils ont dit que c'est un outil qui va nous aider
à expliquer ce qu'au début, nous ne pouvions pas expliquer. Voilà. Certains enseignants, il faut le reconnaître, éprouvent un gêne lié donc à l'implication de certains membres de leur famille dans les génocides, tandis que d'autres restent profondément marqués parce que traumatisés par ces génocides. Et comment lier tout cela pour ces personnes qui doivent apprendre aux plus jeunes pour que justement ce pays ne retombe plus dans l'obscurité? Oui, c'est une question qui m'a été posée effectivement. Les enseignants qui ont un rapport direct ou indirect avec ce génocide, ceux qui en ont été marqués, ou ceux qui l'ont perpétré. Mais moi j'ai dit, l'unique façon de transmettre cette mémoire d'une façon apaisante et apaisée, c'est d'assumer cette histoire. Parce qu'il y en a, je le vois en Occident, ils ont assumé la Shoah, l'histoire de la Shoah. C'est-à-dire, même si vous avez des parents, même si vous avez des grands-parents, même si vous avez des cousins ou des parents qui ont fait ça, vous n'êtes pas responsable. Et donc, vous devez, c'est pas cette mémoire nationale. Donc, on doit assumer notre histoire et la transmettre telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Et là, c'est comme ça qu'on peut en guérir même. Et donc, moi, je dirais aux professeurs qui sont un peu gênés d'enseigner cette histoire, parce que c'est la leur. Parce que l'histoire du génocide, ça ne concerne pas seulement les rescapés, ça concerne tout le monde, tous les Rwandais, et même le monde entier. Et donc, à mon avis, il faudrait qu'on assume, c'est-à-dire il faudrait qu'on soit responsable de ce qu'on enseigne, il faudra qu'on n'ait pas peur de cette histoire-là tragique, parce que dans tous les pays, il y a des pages noires de leur histoire, et cela n'empêche pas que les gens écrivent là-dessus et qu'ils transmettent cette mémoire-là. Donc il faut qu'ils aient le courage, il ne faut pas qu'ils aient peur, parce qu'ils n'y sont pour rien. Voilà. La transmission de cette histoire triste de ce pays, les difficultés de cette transmission sont aussi liées à la formation insuffisante de certains enseignants qui ne maîtrisent pas suffisamment le contenu historique. Exact. Et vous avez un livre que vous avez écrit, il y a les jeunes qui sont là. La meilleure façon pour ces jeunes d'apprendre, c'est en lisant ces livres. N'était-ce pas une occasion d'interpeller les élus du peuple pour que ces livres atteignent le maximum d'enfants rwandais possible dans le pays? C'est ce qu'ils ont dit, effectivement. C'est une question qui m'a été posée et moi je leur ai dit, évidemment, les jeunes doivent lire. Il faut vraiment qu'il y ait des efforts au niveau de l'enseignement, que les jeunes lisent. Pas seulement le papier imprimé, mais aussi, maintenant c'est numérique aussi, mais qu'ils lisent. Parce qu'on ne peut pas... qu'ils lisent, mais qu'ils écrivent aussi. Parce qu'il y a une question qui m'a été posée aussi. Comment inciter les jeunes à écrire aussi cette histoire? Parce qu'après tout, ce sont eux qui les portent au flambeau. Donc ce sont eux qui vont être la relève. Donc il faut qu'ils connaissent d'abord, effectivement, vous avez posé une question intéressante et pertinente. L'explication du génocide demande des informations, des connaissances. Parce que moi-même, j'ai appris. J'ai appris et donc, moi, j'essaie de transmettre ce que j'ai appris. Et comme l'approche du génocide des Tutsis, ou de tous les génocides d'ailleurs, c'est une approche pluridisciplinaire. Donc, on a besoin de connaître certaines notions d'histoire, de psychologie sociale, de psychanalyse, d'anthropologie, de linguistique. Et là, ce sont ces notions qui m'ont aidé, en fait, à confectionner un livret, mais qui est très, très concis et qui renferme tout ce qu'il faut, en fait, pour transmettre de façon apaisante cette mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda. Et si ces livres devaient atteindre les plus jeunes, est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs en quelle langue vous avez... Alors, ce livre, je l'ai déposé, je l'ai soumis au Rwanda Basic Education Board. Donc ils l'ont. Je pense qu'ils vont voir comment, avec le Sénat, avec les gens qui m'ont invité, ils vont voir comment faire arriver ce livre à leur destinataire. Et alors, comment il est écrit dans quelle langue? Je vous l'ai dit, il est écrit en français, ici pour le Rwanda, pour les jeunes du Rwanda, il est écrit en français, en anglais, mais il y a la version rwandaise aussi que j'ai faite. En Kinyarwanda. En Kinyarwanda, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le français ou ni l'anglais, ils peuvent lire la version rwandaise, mais elle n'est pas encore sortie. Donc, on est tenté d'y penser, d'y travailler, et ça va sortir bientôt. Et puis, on a l'intention, parce que je connais beaucoup de langues, et nous avons la diaspora rwandaise. Donc, j'ai l'intention aussi de publier ce livre
dans d'autres langues étrangères comme l'italien, comme l'espagnol, comme l'allemand, le néerlandais. L'anglais, il est déjà là, pour que justement nos jeunes de la diaspora aussi aient accès à ces informations qui leur sont nécessaires pour une meilleure compréhension de ce génocide qui s'est abattu sur le Rwanda en 1994. Merci beaucoup, Rurangwa Jean-Marie Vianney, pour vos efforts, pour votre travail dans la lutte contre la banalisation et la négation du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda et cette transmission de cette histoire à la génération plus jeune. Restez avec nous, Monsieur Rurangwa, pour découvrir le reste de l'actualité au Rwanda et à travers le monde, à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 19e édition de la foire agricole et de l'élevage organisée à Morindi, dans le district de Gasabo. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales a donc visité les différents stands d'exposition. Il a appelé les exposants à faire de cette foire un cadre qui ne se limite pas à la présentation de leurs produits et de leurs réalisations, mais qui servent également d'espace d'échange, de connaissances et de partage d'expériences. Selon lui, cela permettra d'améliorer davantage les pratiques agricoles et d'élevage en augmentant la production. Et puis, en page économique de ce journal, les opérateurs économiques rwandais se disent confiants. Ils assurent qu'ils seront en mesure de mobiliser 43% des financements qui leur est attribués dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième stratégie nationale de transformation, la NCT2 en langue anglaise. Ce programme quinquennal prévu entre 2025 et 2029 nécessitera un investissement total de 64 000 milliards de francs rwandais. Le détail avec Jean-Benoît Michel. Le développement du secteur minier figure parmi les priorités de la NCT2. L'objectif est de porter les recettes annuelles issues des exportations de minerais à 1,1 milliard de dollars américains. Parmi les investissements phares figure celui de Luna Smelter, une entreprise ougandaise spécialisée dans la transformation de la castérite. Installée au Rwanda depuis 2019, elle a déjà investi 17 milliards de francs rwandais et prévoit d'y ajouter 7 milliards supplémentaires. Cette extension devrait permettre d'augmenter sa capacité de production de 240 à 330 tonnes par mois. Le directeur général de Luna Smelter, Serge Ngawinsonga, estime que cet investissement contribuera à renforcer la place du Rwanda sur le marché international des minerais transformés. Aujourd'hui, Luna Smelter est la seule usine de transformation de castérite au Rwanda. En 7 ans, nous avons obtenu de très bons résultats, ce qui nous a valu une solide réputation sur le marché international. Nous poursuivrons nos efforts pour augmenter notre production et exporter davantage des minerais à forte valeur ajoutée. La mise en œuvre de la NCT2 nécessitera un financement global de 64 000 milliards de francs rwandais, destiné à soutenir la transformation économique, la bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie de la population. Une part importante de ces ressources proviendra des recettes fiscales, estimées à plus de 4 000 milliards de francs rwandais, soit 16,8% du produit intérieur brut. Pour y parvenir, certains opérateurs économiques appellent à un dialogue renforcé avec l'administration fiscale et à un environnement des affaires plus favorable. C'est notamment l'avis d'Aimable Kimenyi, entrepreneur. Nous devons travailler ensemble afin de mobiliser davantage de capitaux et créer des conditions favorables à la génération de richesses. Il est également nécessaire de simplifier certaines lois et de renforcer le dialogue avec les entreprises, notamment sur la TVA, afin qu'elles comprennent mieux le système fiscal et que les obstacles qui freinent leurs activités soient levés. Dans le cadre de la NCT2, le secteur privé est appelé à mobiliser 27 000 milliards de francs rwandais, soit 43% des ressources nécessaires à la réalisation du programme d'ici 2029. Pour François Twadilumukiza, président de la Fédération du secteur privé, cet objectif est réaliste au regard de la dynamique actuelle de l'économie rwandaise. La croissance de 11% enregistrée dans l'industrie, 9% dans les services et 7% dans l'agriculture montre que le secteur privé contribue fortement au développement économique. Ces résultats nous donnent confiance dans notre capacité à atteindre les objectifs qui nous sont assignés dans le cadre de la NCT2.
De son côté, l'État devrait mobiliser un peu plus de 36 000 milliards de francs rwandais, soit 57% des financements prévus. Mais selon un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le Rwanda fait encore face à un déficit de financement compris entre 8 et 9% du PIB, soit près d'un milliard de dollars par an. Un écart qu'il faudra combler pour assurer la pleine mise en œuvre de la stratégie nationale de transformation. Économie toujours. Rappelons que la CEA salue la résilience économique rwandaise. Le Rwanda figure parmi les économies les plus performantes d'Afrique de l'Est, selon un nouveau rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, intitulé « Vue d'ensemble macroéconomique et sociale 2026, l'équilibre délicat de l'Afrique de l'Est entre forte croissance, contraintes budgétaires et incertitudes, croissance ». Le document souligne la résilience de l'économie rwandaise dans un contexte international difficile. Le détail avec Jean-Benoît Michel. Le rapport met en avant une croissance du PIB de 10% au premier trimestre 2026, portée par le secteur de l'industrie, des services et de l'agriculture. Le Fonds monétaire international FMI prévoit de son côté une croissance de 7,2% pour l'ensemble de l'année, plaçant le Rwanda parmi les économies les plus dynamiques du continent. Selon la CEA, ces performances s'expliquent par une gestion macroéconomique rigoureuse, des investissements soutenus dans les secteurs stratégiques et de la poursuite de réformes favorisant une croissance durable et inclusive. Le rapport révèle notamment une hausse de 21% du budget national 2025-2026, orienté vers les infrastructures, l'agriculture, l'électrification, l'éducation, la santé, le logement, ainsi que le développement du futur aéroport international de Bugesera, avec l'ambition de faire du Rwanda un pôle régional des services et de la logistique. Sur le plan social, le Rwanda conserve sa première place mondiale en matière de représentation des femmes au Parlement, où elles occupent 63,8% des sièges de la Chambre des députés et 50% du Sénat. Le rapport souligne également la baisse continue de la pauvreté multidimensionnelle ainsi que des progrès enregistrés dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'énergie et de la protection sociale. La mortalité des enfants de moins de 5 ans est ainsi passée de 45 à 36 décès pour 1000 naissances vivantes, selon l'enquête démographique et de santé 2025. Le document met également en avant une gestion prudente de la dette publique, dont près de 90% est contractée à des conditions concessionnelles. Enfin, le secteur touristique confirme son rôle moteur de l'économie nationale. Il a contribué à la hauteur de 1900 milliards de francs rwandais, soit 9,8% du PIB en 2024, et devrait soutenir plus de 400 000 emplois en 2025. Tandis que le Rwanda continue d'attirer l'une des plus fortes proportions de touristes africains de la région grâce au développement du tourisme d'affaires, des conférences et de loisirs. C'est donc avec cet élément que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal à la langue française. Au nom de toute l'équipe dirigée par Janvier Karangwa Murenzi, je vous souhaite de passer un excellent après-midi et un très bon week-end accompagné des programmes de la télévision rwandaise.